Et 2 font 5, et 5 font 10, et 10 font 20. 3 et 2 font 5. Plus du 24e, un petit clistère insinuatif, préparatif et rémolliant pour amollir, humecter et rafraîchir les entrailles de monsieur. Ce qui me plaît de monsieur Florent, mon apothicaire, c'est que ces parties sont toujours fort civiles. Les entrailles de monsieur. 30 sols. Oh, oui, mais monsieur Florent, ce n'est pas tout que d'être civil. Il faut aussi être raisonnable et ne pas écorcher les malades. 30 sols, un lavement. Je suis votre serviteur, je vous l'ai déjà dit. Vous me les avez mis dans les autres parties qu'à 20 sols, et 20 sols en langage d'apothicaire, c'est-à-dire 10 sols. Et voilà. 10 sols. Plus du 10 jours, un bon clistère détersif composé avec catholicon double. Avec catholicon double. Rhubarbe, miel au rosa et autres, suivant l'ordonnance, pour balayer, laver et nettoyer le bas-ventre de monsieur. 30 sols. Et avec votre permission, 10 sols. Plus du 10 jours, le soir, un julep hépatique, sophoratif et somnifère, composé pour faire dormir monsieur, 35 sols. Ah, je ne suis pas mécontent de celui-ci, car il m'a bien fait dormir la nuit dernière. Alors, 10, 15, 16, 17 sols et 6 deniers. Plus une potion cordiale et préservative composée avec 12 grains de pézoard, sirop de limon et grenade, et autres, suivant l'ordonnance, 5 livres. Monsieur Florent Toudou, s'il vous plaît, si vous en usez comme cela, on ne voudra plus être malade. Contentez-vous de 4 francs, 20 et 40 sols. Alors, 3 et 2 font 5, et 5 font 10, et 10 font 20. 63 livres, 4 sols et 6 deniers. Si bien que ce mois-ci, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 médecines, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 lavements. Et l'autre mois, il y avait 12 médecines et 20 lavements. Oh, je ne m'étonne pas si je ne me porte pas si bien ce mois-ci que l'autre. Je dirais à M. Purgon qu'il m'étende à tout cela. Allez, on m'ôte tout ceci là. Il n'y a personne. Je vais vous dire, on me laisse toujours tout seul. Toinette! Oh! Ah! Ils sont sourds! Ma sonnette ne fait pas assez de bruit. Oh! Toinette! Grelin, grelin, grelin! Grelin, grelin, grelin! Oh, oh. Tout comme si je ne sonnais point. Chien!
sais, traîtresse. Ah, chienne, tu veux? Faudra-t-il donc que je n'ai pas le loisir de quereller? Oh, quereller de votre sou, je le veux bien. Mais tu m'en empêches, chienne, ne m'interromps pas à tout coup. Si vous avez le plaisir de quereller, il faut bien que de mon côté j'ai le plaisir de pleurer. Chacun le sien, ce n'est pas trop. Ah, faut donc en passer par là. Allez, ôte-moi tout ceci. Ôte-moi tout ceci. Oh. Oh. Mon lavement d'aujourd'hui a-t-il bien opéré? Votre lavement? Oui, ai-je bien fait de la bile? Ma foi, je ne me mêle point de ces affaires-là. C'est à monsieur Florent y mettre le nez puisqu'il en a le profit. Qu'on ait soin de me tenir un bouillon prêt pour l'autre que je dois tantôt prendre. Ce monsieur Florent-là et ce monsieur Burgon se gagnent bien sur votre corps. Ils ont en vous une bonne vache à lait. Et j'aimerais leur demander quel mal vous avez pour vous faire tant de remèdes. Ah, mais taisez-vous, ignorante! Ce n'est pas à vous de contrôler les ordonnances de la médecine. Qu'on me fasse venir ma fille Angélique. J'ai à lui dire quelque chose. La voici qui vient d'elle-même. Elle a deviné votre pensée. Ah, ma fille, oui. Ah, vous arrivez à propos. Je dois vous parler. Me voilà prête à vous suivre. Mais, oh, donnez-moi mon bâton, je m'en vais revenir. Allez vite, monsieur. Oh. Allez. Oh, Monsieur Florent nous donne des affaires. Toinette, Quoi? regarde-moi un peu. Eh bien, je vous regarde. Toinette, Eh bien, quoi, Toinette? ne devines-tu point de quoi je veux parler? Je m'en doute assez. De notre jeune amant. Car c'est sur lui, depuis 6 jours, que roulent tous nos entretiens. Et vous n'êtes point bien si vous n'en parlez à docteur. Puisque tu connais cela, n'es-tu donc la première à m'en entretenir? Et que ne m'épargnes-tu la peine de te jeter sur ce discours? Vous ne m'en laissez pas le temps. Et vous avez des soins là-dessus qu'il est difficile de prévenir. Je t'avoue que je ne saurais me lasser de te parler de lui, et que mon cœur profite avec chaleur de tous les moments de sourire à toi. Mais dis-moi, condamnes-tu Toinette les tendres sentiments que j'ai pour lui? Je m'égare. Ai-je tort de m'abandonner à ces douces impressions? Je ne dis pas cela. Et voudrais-tu que je fusse insensible aux tendres protestations de cette passion ardente qui témoigne pour moi? Ah, Dieu me plaise. Ne trouves-tu pas quelque chose du ciel, quelque effet du destin dans l'aventure inopinée de notre connaissance? Oui. Ne trouves-tu pas que cette action d'embrasser ma défense, sans même me connaître, est tout à fait d'un honnête homme, Oui. que l'on ne peut en user plus généreusement, D'accord. et qui fit tout cela de la meilleure grâce du monde? Oh, oui. Ne trouves-tu pas, Toinette, qu'il a l'air bien fait de sa personne, Assurément. qu'il a l'air le meilleur du monde, Sans doute. que ses discours comme ses actions ont quelque chose de noble? Cela est sûr. Oh, qu'il n'est rien de plus passionné que tout ce qu'il nous dit. Il est vrai. Qu'il n'est rien de plus fâcheux que la contrainte qu'on me tient, qui bouge tout commerce à ces doux empressements que le ciel nous inspire. Il avait raison. Mais ma pauvre Toinette, crois-tu qu'il m'aime autant qu'il me le dit? Ces choses-là, parfois, sont un peu sujettes à caution. Les grimaces d'amour ressemblent fort à la vérité. Et j'ai vu de grands comédiens là-dessus. Hélas, Toinette, que dis-tu là? De la façon dont il me parle, serait-il possible qu'il ne dit pas vrai? En tout cas, vous en serez bientôt éclaircis. Et la résolution, il vous écrivit hier qu'il était de vous faire demander en mariage et d'une prompte voix à vous faire connaître s'il vous dit vrai ou non. Ça en sera là la bonne preuve. Tonnerre, si celui-là me trompe de ma vie, je ne croirai aucun homme. Oh, mais voici votre père qui revient. Oh ça, ma fille, j'ai à vous dire une nouvelle, ou peut-être ne vous attendez-vous pas. On vous demande en mariage. Qu'est-ce que c'est? Vous riez. Ah, voilà qu'il est drôle ce mot de mariage. Il n'y a rien de plus comique pour les jeunes filles. Ah, nature. Nature. À ce que je puis voir, ma fille, je n'ai que faire de vous demander si vous voulez bien vous marier. Je dois faire mon père tout ce qui vous plaira de m'ordonner. Je suis bien aise d'avoir une fille si obéissante. L'affaire est donc conclue et je vous ai promise. C'est à moi, mon père, de suivre aveuglément toutes vos volontés.
Ma femme, votre belle-mère, avait envie que je vous fisse religieuse. Votre petite sœur, Louisa aussi. De tout temps, elle a été heurtée à cela. Là, bonne bête a ses raisons. Ouais, elle ne voulait point consentir à ce mariage. Mais je l'ai emportée et ma parole est donnée. Mon père, comme je vous suis obligée de toute vos bontés. En vérité, je vous ai bon gré de cela. Et voilà l'action la plus sage que vous ayez faite de votre vie. Je n'ai pas encore vu la personne, hein. Mais on m'a dit que j'en serais content. Et vous aussi. Oh, oui, mon père. Et que comment l'avez-vous vu? Puisque votre consentement m'autorise à vous pouvoir ouvrir mon cœur, je ne feindrai point de vous dire que le hasard nous a fait nous connaître il y a 6 jours, et que la demande qu'on vous a faite est un effet de l'inclination que dès cette première vue, nous avons eu l'un pour l'autre. Oh, ils ne m'ont point dit cela. Oh, mais je suis bien aise que cela aille de la sorte. Ils m'ont dit que c'est un grand jeune garçon bien fait. Oui, mon père. De belle taille. Sans doute. Agréable de sa personne. Assurément. De belle physionomie. Très bonne. Sage et bien né. Tout à fait. Fort honnête. Le plus honnête du monde. Et qui parle bien latin et grec. Ah, ce que je ne sais pas. Et qui sera reçu médecin dans 4 jours. Oui, mon père. Oui, lui. Ne t'en a-t-il point parlé? Non, vraiment. Et qui vous l'a dit à vous? Monsieur Purgon. Oh, est-ce que Monsieur Purgon le connaît? Oh là, je me demande. Il faut bien qu'il le connaisse puisque c'est son neveu. Cléante, neveu de Monsieur Purgon. Quel Cléante? Nous parlons de celui pour qui on t'a demandé en mariage. Oui, oui. Ah! Eh bien, c'est le neveu de Monsieur Purgon qui est le fils de son beau-frère, le médecin, Monsieur Diafoirus. Et ce fils-là s'appelle Thomas Diafoirus et non pas Cléante. Et nous avons conclu ce mariage-là ce matin, Monsieur Florent, Monsieur Purgon et moi. Et ce genre prétendu doit être amené ici par son père aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il y a là? Que voilà toute ébobie. C'est mon père que je connais que vous avez parlé d'une personne, que j'en ai entendu une autre. Quoi, monsieur? Vous auriez fait ce dessin burlesque et avec tout le bien que vous avez, vous voudriez marier votre fille avec un médecin? Oh, ouais, mais de quoi te mêles-tu, coquine? Impudente que tu es! Mon Dieu tout doux! Ah! Vous allez d'abord aux affectives. Est-ce que nous ne pouvons pas raisonner ensemble sans nous emporter? Là, parlons de sang-froid. Quelle est votre raison, s'il vous plaît, pour un tel mariage? La raison est que me voyant malade et infirme comme je suis, je veux me faire un gendre des alliés médecins, afin de m'appuyer de bon secours contre ma maladie, avoir dans ma famille les sources des remèdes qui me sont nécessaires, et d'être à même des consultations et des ordonnances. Eh bien voilà, dit une raison. Et il y a plaisir à se répondre doucement les uns les autres. Mais monsieur, mettez la main à la conscience. Est-ce que vous êtes malade? Oh, impudente, si je suis malade. Eh bien oui, vous êtes malade. N'ayons point de querelle là-dessus. Vous êtes fort malade. J'en demeure d'accord. Et bien plus malade que vous le pensez. Voilà qui est fait. Mais votre fille doit épouser un mari pour elle. Et n'étant point malade, il n'est point nécessaire de lui donner un médecin. Mais c'est pour moi que je lui donne ce médecin. Et une fille de bon naturel doit être ravie d'épouser ce qui est utile à la santé de son cœur. Ma foi, monsieur, voulez-vous qu'en ami, je vous donne un conseil? Oh, quel conseil? De ne point songer à ce mariage-là. Et la raison? La raison, c'est que votre fille n'y consentira point. Elle n'y consentira pas. Et non! Ma fille! Votre fille! Elle vous dira qu'elle n'a le faire de monsieur Diafoirus, ni de son fils Thomas Diafoirus, ni de tous les Diafoirus du monde! J'en ai affaire, moi! Outre que le parti est plus intéressant qu'on ne pense. Monsieur Diafoirus n'a que ce fils-là en tout héritier. Monsieur Purgon, qui n'a ni femme ni enfant, lui donne tout son bien en faveur de ce mariage. Et Monsieur Purgon est un homme qui a 8000 bonnes livres de rente. Il faut qu'il ait tué bien des gens pour s'être fait si riche. 8000 livres sont quelque chose, hein. Sans compter le bien du père. Monsieur, tout cela est bel et bon, mais j'en reviens toujours là. Je vous conseille entre nous de lui choisir un autre mari, et elle n'est point faite pour être Madame Diafoirus. Et je veux moi que cela soit. Et fille, ne dites pas cela. Comment que je ne dise pas? Et non. Et pourquoi ne le dirais-je pas? On dira que vous ne songez pas à ce que vous dites. On dira ce qu'on voudra, mais moi je vous dis que je veux qu'elle exécute la parole que j'ai donnée. Et moi je vous dis qu'elle ne le fera pas. Je n'y forcerai bien. Elle ne le fera pas, vous dites. Elle le fera ou je la mettrai dans un couvent. Où? À
plaisante. Je ne mettrai pas ma fille dans un couvent si je veux. Non, vous dis-je. Qui m'en empêchera? Vous-même. Moi? Vous n'aurez pas ce cœur-là. Oh, je l'aurai. Vous vous moquez. Je ne me moque point. La tendresse paternelle vous prendra. Elle ne me prendra point. Une petite larme ou deux. Des bras jetés au cou. Un mon petit papa mignon prononcé tendrement sera assez pour vous toucher. Cela n'y fera rien. Oui, oui. Je n'en démordrai point. Bagatelle. Oh, il ne faut point dire bagatelle. Monsieur, je vous connais. Vous êtes bon naturellement. Je ne suis pas bon. Et je suis méchant quand je veux. Non, monsieur, vous ne songez pas que vous êtes malade. Je lui commande expressément de prendre le mari que je dis. Moi, je le défends absolument d'en faire Oh, mais où est-ce donc que nous sommes? Et quelle audace à une coquine de servante de parler de la sorte devant son maître. Quand un maître ne songe pas à ce qu'il fait, une servante bien sensée est en droit de le redresser. Il faut que je t'assemble. Il est de mon devoir de m'opposer aux choses qui vous peuvent ignorer. Tiens là que je t'apprenne à parler. Je m'intéresse comme je dois ne point vous laisser faire de folie. Oh, coquine. Non, je ne consentirai pas à ce mariage. Panda. Non, je ne veux pas qu'elle épouse encore ma Caroline. Oh, Caroline. Et elle m'obligera pour la foule. Angélique, tu ne veux pas m'attraper cette coquine-là? Père, ne vous faites point malade. Si tu ne l'arrêtes, je te jette ma malédiction. Moi, je la déshériterai si elle vous obéit. Oh, voilà pour me faire mourir. Je n'en puis plus. Oh, ma femme, approchez. Qu'avez-vous, mon pauvre mari? Venez-vous-en ici à mon secours. Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a, mon petit-fils? Mamie, Mon ami. on vient de me mettre en colère. Hélas, pauvre petit mari, comment donc, mon ami? Votre coquine de toilette est devenue plus insolente que jamais. Ne vous passionnez donc point. Ah, elle m'a mis tout hors de moi. Doucement, mon fils. Elle a contrecarré une heure durant les choses que je veux faire. Ah là, tout doux. Elle a eu l'effronterie de me dire que je ne suis point malade. C'est une impertinente. Vous savez mon cœur, je lui en ai. Oui, mon cœur, elle a tout. Cette coquine-là me fera mourir. Et là. Elle est cause de toute la bile que je fais. Ne vous fâchez pas, disant. Il y a, je ne sais combien, que je vous dis de me la chasser. Mon Dieu, mon fils, il n'y a point de serviteurs et de servants qui n'aient leurs défauts. On est contraint, parfois, de souffrir leur mauvaise qualité à cause des bonnes. Celle-ci est adroite, soigneuse, diligente et surtout fidèle. Et vous savez qu'il faut maintenant de grandes précautions pour les gens que l'on prend. Voilà, Antoinette. Madame, Pourquoi donc est-ce que vous mettez mon mari en colère? moi, madame, mais je ne sais pas ce que vous voulez dire, et je ne songe qu'à complaire à monsieur en toutes choses. La traîtresse. Il nous a dit qu'il voulait donner sa fille en mariage au fils de monsieur Diaquarus. Je lui ai répondu que je trouvais le parti avantageux pour elle, mais que je croyais qu'il ferait mieux de la mettre dans un couvent. Il n'y a pas grand mal à cela et je trouve qu'elle a raison. Oh, mais vous la croyez, Mamou. C'est une scélérate, admatissante insolence. Eh bien, je vous crois, mon ami, là, remettez-vous. Écoutez, Toinette, si vous fâchez jamais mon mari, je vous mettrai dehors. Ça, donnez-moi des oreillers, que je l'accommode dans sa chaise. Vous voilà, je ne sais comment. Enfoncez bien votre bonnet jusque sur vos oreilles. Il n'y a rien qui ennuie tant que de prendre l'air par les oreilles. Que je vous suis obligé, mon cœur, de tous les soins que vous prenez de moi. Levez-vous, que je mette ceci sur vous. Oh. Mettons celui-ci pour vous appuyer et celui-là de l'autre côté. Mettons celui-ci derrière votre dos et cet autre-là pour soutenir votre tête. Et celui-ci pour vous garder du serein.
Amour, la malice de la pandarde. Elle m'a mis tout hors de moi. Il me faudra plus de 8 médecines et de 12 lavements pour réparer tout ceci. Là, mon petit ami, apaisez-vous un peu. Oh, maman, vous êtes toute ma consolation. Pauvre petit fils. Tâchez de reconnaître l'amour que vous me portez. Je veux mon cœur faire, comme j'ai dit, mon testament. Ah, mon ami, ne parlons point de cela, je vous prie. Je ne saurais souffrir cette pensée. Et le seul mot de testament me fait tressaillir de douleur. Je vous avais dit d'en parler à votre notaire. Le voilà là-dedans que j'ai amené avec moi. Faites-le entrer, maman. Faites-le entrer. Hélas, mon ami, quand on aime bien un mari, on n'est guère en état de songer à tout cela. Oh. Ah, entrez, monsieur de bonne foi. Avancez, prenez un siège. Asseyez-vous. Ma femme m'a dit que vous étiez fort honnête homme, et tout à fait de ses amis. Oui, je lui ai parlé d'un testament que je veux faire. Hélas, je ne suis pas capable de parler de ces choses-là. Mais, monsieur, expliquez vos intentions là-dessus. Et tout ce que j'ai à vous dire, c'est que vous ne sauriez rien donner à votre femme par votre testament. Et pourquoi? Et la disposition serait nulle. Si vous étiez en pays de droit écrit, cela se pourrait, mais à Paris et dans les pays de droit coutumier, c'est ce qui ne se peut. Non, tout l'avantage, comme les femmes conjointes en mariage, c'est à vous donner l'un à l'autre. C'est un don mutuel entre vifs. Encore faut-il qu'il ait enfant, soit des deux conjoints ou de l'un d'eux, lors du décès du premier mouvement. Voilà une coutume bien impertinente. Qu'un mari ne puisse rien laisser à une femme dont il est aimé tendrement et qui prend tant de soin de lui. J'aurais bien envie d'en parler à mon avocat pour qu'il me dise ce que je pourrais faire. Mon Dieu, non, ce n'est pas à des avocats qu'il faut aller, car ils sont d'ordinaire assez sévères là-dessus. Et ils s'imaginent que c'est un grand crime que de disposer en froid de la loi. Non, non. Il y a des personnes beaucoup plus accommodantes et qui ont des petits expédients pour passer doucement par-dessus la loi et rendre juste ce qui n'est pas permis. Et sans quoi consommions-nous tous les jours? Ah non, il faudrait la facilité dans les choses. Autrement, nous le ferons bien et je ne donnerai pas un sou de notre musée. Oh, ma femme avait dit que vous étiez fort habile homme. Fort honnête. Alors comment pourrais-je faire, s'il vous plaît, pour lui donner mon bien et en frustrer mes enfants? Comment vous pouvez faire? Vous pouvez choisir doucement l'ami intime de votre femme, auquel vous donnerez en bonne forme par votre testament tout ce que vous pouvez, et naturellement ensuite cet ami prendra tout. Non, ah bon. Maintenant vous pouvez aussi contracter un grand nombre d'obligations non suspectes au profit de divers créanciers qui prêteront leur nom à votre femme, et entre les mains de laquelle ils mettront leur déclaration que ce qu'ils en ont fait n'était que pour lui faire plaisir. Non plus? Ah ben, vous pouvez aussi, pendant que vous êtes encore en vie, mettre entre ses mains de l'argent comptant ou des billets que vous pourrez avoir payés à vos porteurs. Mon Dieu, il ne faut point vous tourmenter de tout cela. S'il y a faute de vous, mon fils, je ne veux plus rester au monde. Mon cœur. Oui, mon ami, si je suis assez malheureuse pour vous perdre, Oh, maman. la vie ne me sera plus de rien. Mamie. Et je suivrai vos pas pour vous faire connaître la tendresse que j'ai pour vous. Oh, vous me fendez le cœur. Consolez-vous, mamie, consolez-vous. Allons, allons. Les larmes sont hors de saison et nous n'en sommes point encore là. Ah, monsieur, vous ne savez pas ce que c'est qu'un mari qu'on aime tendrement. Le seul regret que j'aurai, mon cœur, si je meurs, c'est de n'avoir point un enfant de vous. Monsieur Purgon m'avait dit qu'il m'en ferait faire homme. Oh, mais cela pourra venir encore. Non, il faut faire, m'amour, mon testament de la façon que monsieur dit. Mais, par précaution, je voudrais vous mettre entre les mains 20 000 francs en or que j'ai dans le lambris de mon alcôve. Et 2 billets payables aux porteurs qui me sont dus, l'un par monsieur Damon et l'autre par monsieur Gérante. Non, non, Si, si. je ne veux point de tout cela. Ah,
000 francs, maman. Ne me parlez point de bien, jeune homme. De combien sont les 2 billets? Ils sont l'un de 4 000 francs et l'autre de 6. Tous les biens du monde, mon ami, ne me sont rien au prix de vous. Voulez-vous bien que nous procédions au testament? Oui, nous serons mieux dans mon petit cabinet. Conduisez-moi, maman. Allons, mon pauvre petit-fils. Conduisez-moi. Et voilà avec un notaire. Et j'ai ouï parler de testament. Votre belle-mère ne s'endort point. Et c'est sans doute quelque conspiration contre vos intérêts où elle pousse votre père. Il dispose de son bien à sa fantaisie, pourvu qu'il ne dispose point de mon cœur. Tu vois, Toinette, les dessins violents que l'on fait sur lui? Ne m'abandonne pas, je t'en supplie, dans l'extrémité où je suis. Moi, vous abandonner, mais j'aimerais mieux mourir. Votre belle-mère a beau me faire sa confidente et vouloir me jeter dans ses intérêts, je n'ai jamais pu avoir d'inclination pour elle. Et j'ai toujours été de votre parti. Laissez-moi faire. J'emploierai toutes choses pour vous servir. Mais pour vous servir avec plus d'effet, je veux changer de batterie, couvrir le zèle que j'ai pour vous et feindre d'entrer dans les sentiments de votre père et de votre belle-mère. Tâche, je t'en conjure de faire donner avis à Cléante du mariage qu'on a conclu. Ah, je n'ai personne à employer à cet office que le vieux usurier Polichinelle, mon amant. Il m'en coûtera pour cela quelques paroles de douceur que je veux bien dépenser pour vous. Pour aujourd'hui, il est trop tard. Mais demain, de grand matin, je l'appelle guérir. Voilà qu'on m'appelle. Bonsoir. Reposez-vous sur moi. Que demandez-vous, monsieur? Ce que je demande, Ah, laissez-vous, mais quelle surprise! Que venez-vous faire, séance? savoir ma destinée, parler à l'aimable Angélique, consulter les sentiments de son cœur et lui demander ses résolutions sur ce mariage fatal dont on m'a averti. Mais on ne parle pas comme cela de but en blanc, Angélique. Il faut des mystères. Et on vous a dit les 3 diables où elle est retenue, qu'on ne laisse ni sortir, ni parler à personne. Et que ce ne fut que la curiosité d'une vieille tante qui nous fit accorder la liberté d'aller à cette comédie qui donna lieu à la naissance de votre passion. Mais nous nous sommes bien gardés de parler de cette aventure. Aussi ne viens-je pas ici comme Cléante et sous l'apparence de son amant, mais comme ami de son maître de musique, dont j'ai obtenu le pouvoir de dire qu'il m'envoie sa place. J'entends son père qui revient. Retirez-vous un peu. Et me laissez lui dire que vous êtes là. Monsieur Purgon m'a dit de me promener dans ma chambre le matin, 12 allées et 12 venues. Mais j'ai oublié à lui demander si c'est en long ou en large. Alors...
Je suis ravi de vous trouver debout et de voir que vous vous portez mieux. Comment on se porte mieux? Cela est faux. Monsieur se porte toujours mal. Et oui dire que monsieur était mieux et je lui trouve bon visage. Que voulez-vous dire avec votre bon visage? Monsieur l'a fort mauvais. Ce sont des impertinents qui vous ont dit qu'il était mieux. Il ne s'est jamais si mal porté. Ça l'a fait. Il marche, dort, mange et boit comme les autres. Mais cela n'empêche que je sois fort malade. Elle a raison. Oh monsieur, j'en suis au désespoir. Je viens de la part du maître enchanté de mademoiselle votre fille. Il s'est vu obligé d'aller à la campagne pour quelques jours. Et comme son ami intime, il m'envoie à sa place pour lui continuer ses leçons. De peur qu'en les interrompant, elle ne va à oublier ce qu'elle sait déjà. Ah, oui. Allez, faites venir Angélique. Je crois, monsieur, qu'il serait mieux de mener monsieur dans sa chambre. Non, mais non, qu'elle vienne ici. Il ne pourra lui donner de leçons comme il faut s'il ne sent en particulier. Si fait. Oh, monsieur, cela ne fera que vous étourdir. Il ne faut rien pour vous émouvoir en état où vous êtes et vous ébranler le cerveau. Mais non, c'est que j'aime la musique. Et je serais bien net. Allez voir si ma femme est habillée. Ah, vous arrivez à point. Votre maître de musique est allé au chant. Et voilà la personne qui l'envoie à sa place pour vous montrer. Ah, ciel. Qu'est-ce qu'il y a de bien cette surprise? C'est... Mais qui vous émeut de la sorte? C'est mon père, une aventure bien surprenante qui se rencontre ici. Mais comment? J'ai songé cette nuit que j'étais dans le plus grand embarras du monde et qu'une personne fait tout comme monsieur s'est présenté à moi, à qui j'ai demandé secours et qui m'est venu tirer de la peine où j'étais. Et ma surprise a été grande de voir inopinément en arrivant ici. C'est que j'ai eu dans l'idée toute la nuit. Ouais, ce n'est pas être malheureux que d'occuper votre pensée, soit en dormant, soit en veillant. Et mon bonheur serait grand sans doute si vous étiez dans quelque peine dont vous me jugeassiez digne de vous tirer. Et il n'y a rien que je puisse. Ma foi, monsieur, je suis pour vous maintenant. Et je me dédie de tout ce que je disais hier. Voici monsieur Diafoirus le père et monsieur Diafoirus le fils qui viennent vous rendre visite. Que vous serez bien engendrés. Vous allez voir le garçon le mieux fait de sa personne et le plus spirituel. Il n'a dit que 2 mots qui m'ont ravi. Et votre fille va être charmée de lui. Monsieur, ne partez pas. C'est que je marie ma fille. Voilà qu'on lui amène son mari prétendu. Il n'y en a pas encore. C'est m'honorer beaucoup, monsieur, de vouloir que je sois témoin d'une entrevue si agréable. C'est le fils d'un habile médecin. Et le mariage va se faire dans 4 jours. Fort bien. M'emmenez-le un peu à son maître de musique, afin qu'il soit à la noce. Je n'y manquerai pas. Je vous y prie aussi. Vous me faites beaucoup d'honneur. Allons, qu'on se range, les voici. Oui, nous sommes dans toutes nos visites pour porter secours aux malades, non, pour leur porter de l'impunité. Je me suis rendu ici au fils Thomas et moi-même, témoigner le malheur que vous sommes, de la grâce que je vous faites, et de bien vous voir au Seigneur, dans l'honneur de votre alliance. Et vous dire que dans vous échangez des bons malades, métiers, que dans votre, nous serons de Dieu, nous sommes prêts à déployer notre service. Bon, Thomas, avancez et faites vos compliments. N'est-ce pas par le père qu'il convient de commencer? Oui. Difficile. Attends. C'est pour passer. Ah voilà. Messieurs, j'ai bien salué, reconnu, chéri et révéré en vous un second père. Mais un second père auquel j'ose dire ne me trouve plus redevable qu'au premier. Le premier, il m'a engendré. Mais vous m'avez choisi. Eh oui, il m'a reçu par
toi, et d'autant plus je tiens précieuse cette future filiation, quand je viens aujourd'hui vous rendre par avance les très humbles, les très respectueux hommages. Oh, vive les collèges que l'on socialise. Cela a été bien, mon père. Obstiné. Ah. Allons, ma fille, allez saluer monsieur. Baiserai-je, mon père? Ah oui, baiser. À qui vous parlez? Où donc est-elle? Elle va venir. Alors, baisserai-je une rochelle, mon père? Faites toujours le compliment de mademoiselle, et obligé. Mademoiselle. Depuis le mois que la statue de Manon rendait un soleil harmonieux lorsqu'elle venait d'éclairer les rayons du soleil, tout de même me songe à animer d'un doux transport à l'apparition de vos beautés. Et elle est où? Elle est partie. Et comme les naturalistes remarquent que la fleur de mes héliotropes tourne sans cesse vers cet astre du jour, aussi mon cœur dorénavant tournera-t-il toujours vers les astres resplendissants de vos yeux, où elle est partie. De vos yeux adorables, un virgule, ainsi que vers son point unique. Souffrez donc, mademoiselle, que je suspende aujourd'hui à l'autel au charme l'offrande de ce cœur qui ne respire et n'ambitionne autre gloire que d'être toute ma vie mademoiselle. Votre très humble et très obéissant et très fidèle serviteur et mari. C'est lui qui en apprend à dire de belles choses. Eh oui. Ah, qu'est-ce que vous dites de tout cela, hein? Oh, que monsieur fait merveille! Et que s'il est aussi bon médecin qu'il est bon orateur, il y aura plaisir d'être de ces malades. Ah, ce sera quelque chose d'admirable s'il fait d'aussi belles cures qu'il fait de beaux discours. Allez, des sièges pour tout le monde. Ma fille, vous installez là-bas. Ah, monsieur, je suis heureux de voir que tout le monde ici admire monsieur votre fils. Et je suis bien aise de vous savoir un fils comme celui-là. Monsieur! Ce n'est pas parce que je suis son père, mais je puis dire que j'ai sujet d'être content de lui, et que tous ceux qui le voient en parlent comme d'un garçon qui n'a point de méchanceté. Imagination bien éduquée, ni ce feu d'esprit que l'on trouve dans quelques-uns, mais c'est par là que j'ai bien mesuré que sa judiciaire qualité requise pour l'exercice de notre art. Lorsqu'il était petit, il n'a jamais été ce qu'on appelle mièvre et éveillé. Non, on le trouvait toujours paisible, taciturne, ne disant jamais mot et ne jouant jamais à tous ces jeux que l'on a enfantin. On eut toutes les peines du monde à lui apprendre à lire, et à 9 ans, il ne connaissait toujours pas ses lettres. Bon, disais-je moi-même, les arbres tardifs sont ceux qui produisent les meilleurs fruits. On grave sur le marbre, bien plus malaisément que sur le sable, mais les choses y sont conservées bien plus longtemps. Et cette menteur d'imagination, il n'y a pas d'un beau jugement à me dire. Lorsque je l'ai envoyé au collège, il trouva de la peine. Mais il sera rédité contre les difficultés. Et chère raison se doit à moi de son assiduité et de son travail. Enfin, à force de battre le fer, il en est arrivé en dire, c'est méchant.
moi, il suit mon exemple. Ah non, ça fait ça. Ce qui me fait enlever en quoi il supportable, il s'attache aveuglément aux opinions de nos anciens, que jamais il a voulu comprendre ni écouter les raisons et les expériences, les prétendues découvertes de notre siècle, sur la circulation du sang ou autre opinion de même farine. J'ai entendu les circulateurs soutenus des thèses qu'avec la permission de monsieur, j'ose présenter à mademoiselle. Monsieur, c'est pour moi un meuble inutile et je ne m'y connais point à ces choses-là. Donnez, elle sera toujours bonne à prendre pour l'image. Cela servira à parer notre chambre. Je vous invite un de ces jours pour vous divertir à venir voir aussi la dissection d'une femme sur laquelle je dois raisonner. Ce sera admirable. Il y en a qui donnent la comédie à leur maîtresse, mais donner une dissection est quelque chose de plus galant. Au reste, pour ce qui est des qualités requises pour le mariage et la propagation, je vous assure que selon la règle de Voltaire, il est telle qu'on ne peut souhaiter qu'il présente à un degré louable la vertu prolifique et qu'il est de tempérament engendré pour créer les enfants bien conditionnés. N'est-ce pas une de vos volontés de le pousser à la cour et d'y ménager pour lui le changer de médecin? Ah, vous en parlez franchement, notre métier auprès des grands ne m'a jamais paru agréable et j'ai pu le passer pour aller mieux que lui, en public. Vous n'avez rien à prouver. Il suffit de suivre le courant des règles de l'art et on ne se met pas le temps en peine parce qu'il peut arrêter. Non, mais ce qu'il y a de fâcheux avec les grands, c'est que quand ils viennent à être malades, ils veulent absolument que leur médecin les guérisse. C'est pas plaisant. Ils ont pas pertinent de pouvoir des autres mécaniciers. Vous n'êtes pas prédisant. Ils leur rendent des remèdes. C'est à eux à guérir s'ils le peuvent. Eh ouais, cela est vrai. On est tenu qu'à traiter les gens dans les formes. Ma fille devant la compagnie. J'attendais vos ordres, monsieur. Il m'est venu en pensée, pour divertir la compagnie, de chanter avec mademoiselle une scène d'un petit opéra qu'on a fait depuis peu. Tenez, voilà votre partie. Ne vous défendez point, s'il vous plaît, et me laissez-vous faire comprendre ce que c'est la scène que nous devons chanter. Je n'ai pas une voix à chanter. C'est sûr. C'est certain. Mais il suffit ici que je me fasse entendre, et l'on aura la bonté de m'excuser par la nécessité. Où je me trouve de faire chanter mademoiselle. Les vers sont-ils beaux? Oh, bah, c'est proprement ici un petit opéra impromptu. Et vous n'allez entendre que de la prose cadencée, ou les manières de vers libre telles que la patience et la nécessité peuvent faire trouver à deux personnes qui disent les choses d'elles-mêmes et parlent sur le champ. Fort bien, écoutons. Voici le sujet de la scène. Un berger était attentif aux beautés d'un spectacle qui ne faisait que de commencer lorsqu'il fut tiré de son attention
qu'un amour de plusieurs années peut avoir de plus violent. Et le transport de son amour et la violence de son amour le fait résoudre à demander en mariage l'adorable beauté sans laquelle il ne peut plus. Et le transport de sa passion le fait résoudre à lui parler ainsi. Distingue-vous, madame
joue ici un plaisant personnage, hein? Si j'étais que de vous, mon fils, je ne la forcerais point à se marier. Et je sais bien ce que je ferais. Je sais, madame, ce que vous voulez dire et les bontés que vous avez pour moi. Mais peut-être que vos conseils ne seront pas assez heureux pour être exécutés. C'est que les filles bien sages et bien honnêtes comme vous se moquent d'être obéissantes et soumises aux volontés de leur père. Cela est bon autrefois. Le devoir d'une fille a des devoirs, madame. Et la raison et les lois ne l'entendent point en toutes sortes de choses. C'est-à-dire que vos pensées ne sont que pour le mariage. Mais vous voulez choisir un époux à votre fantaisie. Si mon père ne veut point me donner un époux qui me plaise, je le conjurerai au moins de ne point me forcer à en épouser un que je ne puisse aimer. Je vous demande pardon de tout ceci. Chacun a son but en se mariant. Pour moi qui me veux un mari pour l'aimer véritablement et qui prétend faire tout l'attachement de ma vie, je vous avoue que j'y cherche quelques précautions. Il y en a d'aucunes qui prennent des maris seulement pour s'étirer de la contrainte de leurs parents et se mettent en état de faire tout ce qu'elles voudront. Il y en a d'autres, madame, qui font du mariage un commerce de pur intérêt, qui ne se marient que pour gagner des doueurs, que pour s'enrichir de la mort de ceux qu'elles épousent, et pour sans scrupule de mari en mari pour s'approprier leur destiny. C'est pas ça la vérité, madame, ne cherche pas ton faire sur les regards de quoi la personne. Je vous trouve aujourd'hui bien raisonnante. Et je voudrais bien savoir ce que vous voulez dire par là. Moi, madame, je voudrais dire que ce que je dis. Vous êtes si sotte, mamie, qu'on ne saurait plus vous souffrir. Je voudrais bien, madame, m'obliger à vous répondre quelque impertinence. Mais je vous avertis que vous n'aurez pas cet avantage. Il n'y a rien d'égal à votre insolence. Non, madame, vous savez vous dire. Et vous avez un ridicule orgueil, une impertinente présomption qui fait hausser les épaules à tout le monde. Cela, madame, ne servira de rien. Et je serai sage, en dépit de vous. Et pour vous ôter l'espérance de pouvoir réussir dans ce que vous voulez, je vais m'ôter de votre vue. Il y a un point de milieu à tout cela. Choisis d'épouser dans 4 jours, ou monsieur, ou un couvent. Oh, maman, ne vous mettez pas en peine, je l'arrangerai bien. Je suis fâchée de vous quitter, mon fils. Mais j'ai une affaire en ville dont je ne puis me dispenser. Je reviendrai bientôt. Ah oui, n'oubliez pas de passer chez votre notaire, afin qu'il expédie ce que vous savez. Adieu, mon petit ami. Adieu, maman. Adieu. Oh. Oh, voilà une femme qui m'aime. Que ce n'est pas croyable. Attendez, avant, est-ce que vous pouvez me dire un peu comment je suis? Oui, Thomas, prenez votre bras de monsieur, et voyons si vous saurez porter j'en suis là, porter un bon jugement sans ici. Dites donc que le coup de monsieur est le coup d'un homme qui ne se porte pas bien. Allez, Il est dur muscu, pour ne pas dire dur. bien, Méprisant. béné, Caprisant. optimé. Ce qui marque l'intempérie par un chiffre splénique. Très bien, C'est-à-dire Thomas, très bien. On dit que c'est du foie que je suis malade. Non, mais qui dit barancher l'un et l'autre à cause des phrases sympathiques qui vont ensemble, par le biais du frère, du nord et des néapolinoques. Il va nous en donner sûrement un médecin de prendre force en rôti. Mais non, non, rien que du bouilli. Oh, bouilli, rôti, mais tout ça c'est pareil. Il vous en donne fort bien, et vous êtes dans le très bonne. Là. Oui, combien faut-il mettre de grains de sel dans un œuf? Oh ben, 6, 8, 10, parlons au repère. Comme pour les médicaments, parlons au repère. Allez, voilà. Jusqu'au revoir, messieurs. Je viens, mon fils. Avant que de sortir, vous donner avis d'une chose à laquelle il faut que vous preniez garde. En passant par devant la chambre d'Angélique, j'ai vu un jeune homme avec elle, qui s'est sauvé d'abord qu'il m'a vu. Un jeune homme avec ma fille. Oui, votre petite fille Louison était avec eux. Qui pourra vous en dire des nouvelles? Faites-la venir, maman. Faites-la venir. À l'effronter. Je ne m'étonne plus de sa résistance. Qu'est-ce que vous voulez, mon papa? Ma belle-maman m'a dit que vous me demandez.
Venez ça. Approchez. Tournez-vous. Oh, me levez les yeux. Oh, regardez-moi. Quoi, mon papa? Quoi? N'avez-vous rien à me dire? Je vous dirai si vous voulez, pour vous désennuyer. Le conte de Podane. Ou bien la fable du corbeil et du renard, qu'on m'a apprise depuis peu. Ce n'est pas là ce que je vous demande. Quoi donc? Oh, petite rusée, vous savez très bien ce que je veux dire. Pardonnez-moi, mon papa. Est-ce ainsi que vous m'obéissez? Quoi? Ne vous avais-je pas recommandé de me venir dire d'abord tout ce que vous voyez? Oui, mon papa. Et l'avez-vous fait? Oui, mon papa. Je vous suis venu dire tout ce que j'ai vu. Et n'avez-vous rien vu aujourd'hui? Non, mon papa. Non. Non, mon papa. Assurément. Assurément. Eh bien, je m'en vais vous faire voir quelque chose, moi. Un petit de masque. Vous ne me dites pas que vous avez vu un homme dans la chambre de votre sœur. Mon papa. Voilà, qui vous apprendra à mentir. Ah, mon papa, je vous demande pardon. C'est que ma sœur m'avait dit de ne pas vous le dire. Mais je m'en vais vous dire tout. Il faudra que vous ayez le fouet pour avoir menti. Et puis après, nous verrons au reste. Pardon, mon papa. Non, 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 non. Mon pauvre papa. Non. Ne me donnez pas le fouet. Vous l'aurez. Au nom de Dieu, mon papa. Allons. Allons. Ah, mon papa. Vous m'avez blessé. Attendez, je suis morte. Qu'est-ce là? Louison. Louison. Oh. Voyez-vous la petite rusée, hein? Bon, je vous pardonne pour cette fois-ci. Mais à condition que vous me disiez bien tout. Ah oui, mon papa. Prenez garde, hein, car voilà une petite voix qui s'est dit, qui me dira si vous mentez. Mais mon papa, ne dites pas à ma soeur que je vous l'ai dit. Non, non. C'est, mon papa, qu'il est venu un homme dans la chambre de ma soeur comme j'y étais. Eh bien, je lui ai demandé ce qu'il demandait et il m'a dit qu'il était son maître à chanter. ah, voilà l'affaire, hein? Eh bien, Ma soeur est venue après. eh bien, Elle lui a dit « Sortez, 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 mon Dieu, sortez! Vous me mettez au désespoir. » oh, eh bien, Et lui, il ne voulait pas sortir. mais qu'est-ce qu'il lui disait? Il lui disait je ne sais combien de choses. Non mais quoi encore? Il lui disait tout ci, tout ça, qu'il l'aimait bien et qu'elle était la plus belle du monde. Et puis après? Et puis après... Oh, Et puis après... oh, Ah, il se mettait à genoux devant elle. et puis après? Et puis après, il lui baisait les mains. Oh, et puis après? Et puis après, ma belle-maman est venue à la porte et il s'est enfui. N'y a-t-il point d'autre chose? Non, mon papa. Attendez, voilà mon petit doigt qui gronde quelque chose. Hein? Ah! Ah! Oh! Oh, voilà mon petit doigt qui me dit quelque chose que vous avez vu et que vous ne m'avez pas dit. Ah, mon papa, votre petit doigt est un menteur. Ah! Prenez garde, hein? Non, mon papa, il mange, je vous assure. Bon, nous verrons ça. Allez. Allez, allez. C'est bien. Pour cette fois-ci. Mais
garde à tout, hein? Il n'y a plus d'enfants. Oh, que d'affaires! Oh, je n'ai même pas le loisir de songer à ma maladie. En vérité, je n'en puis plus. Oh. Allez, mon frère, qu'est-ce? Comment vous portez-vous? Oh, mon frère, fort mal. Oh, comment fort mal? Oh, je suis dans une faiblesse telle que ce n'est pas croyable. Ouais, qu'il fâche. Oh, c'est à peine si j'ai la force de pouvoir parler. Oh. J'ai été venu ici, mon frère, pour vous parler d'un parti qui se présente pour ma nièce Angélique. Ah! Ne me parlez plus de cette coquine-là! C'est une effrontée que je mettrai dans ce couvent avant qu'il soit 4 jours! Et voilà quelqu'un. Je suis bien aise de voir que la force borélienne que ma visite vous fait le plus grand bien. Tout ça, mon frère, nous allons ainsi pouvoir parler à faire ensemble. Prenez patience, mon frère, prenez patience. Je m'en vais revenir. Ah, tenez, monsieur, vous ne songez pas que vous ne sauriez marcher sans bâton. Oh oui, tu as raison. Oh non, oh non, non, non. N'abandonnez pas, s'il vous plaît, les intérêts de votre nièce. Mais ils ont parlé toutes choses pour lui obtenir ce qu'elle souhaite. Il faut absolument empêcher ce mariage extravagant qui s'est mis dans la fantaisie. Et j'avais songé en moi-même que ça aurait été une bonne affaire de pouvoir introduire ici un médecin à notre poste pour le dégoûter de son monsieur Purgon et lui décrier sa conduite. Mais comme nous n'avons personne en main pour cela, j'ai résolu de jouer un tour de ma tête. Comment? C'est une imagination burlesque. Cela sera peut-être plus heureux que ça. Mais laissez-moi faire, agissez de votre côté. Oh, voici notre homme. Voilà qui est fait. Avouez-vous bien, mon frère, que je vous demande avant toute chose de ne point vous échauffer l'esprit dans votre conversation. Oui. Et de répondre sans nul éclair aux choses que je pourrais vous dire. Oui. Et de raisonner là-dessus avec un esprit détaché de toute passion. Mon Dieu, oui! Voilà bien du préambule! Bon, alors bien, mon frère, qu'ayant le bien que vous avez, et n'ayant d'enfant qu'une fille, car je ne compte pas la petite, d'où bien dis-je que vous parlez de la mettre dans un couvent? D'où vient mon frère, que je suis maître dans ma famille pour faire ce que bon me semble? Voilà, votre femme ne m'en de vous défaire ainsi de vos deux filles et d'en faire toutes deux de bonnes religieuses. Nous y voici. Voilà la pauvre femme en jeu. Oui, c'est elle qui fait tout le mal et tout le monde lui en veut. Oh non, surtout pas, laissons-la. Elle est non, c'est une femme qui a pour vous les meilleures intentions du monde, qui est détachée de toutes sortes d'intérêts et qui montre pour vos deux filles une bonté, une affection qui n'est pas concevable. Cela est certain, laissons-la. Revenons plutôt à notre affaire. Donc, quel conseil, mon frère, voulez-vous donner votre fille en mariage au fils d'un médecin? On a pensé, mon frère, de me prendre un gendre tel qu'il me faut. Oui, mais ce n'est pas là le fait de votre fille, et il se présente pour elle un parti beaucoup plus sortable. Eh bien, ce parti-là, mon frère, est plus sortable pour moi. Et voilà. Mais le mari qu'elle va prendre, doit-il être mon frère, pour elle ou pour vous? Il doit être mon frère, et pour elle, et pour moi. Et je veux mettre dans ma famille les gens dont j'ai besoin. Oh bien, alors, pour cette raison, si votre petite était grande, vous lui donneriez en mariage un apothicaire. Et pourquoi non? Oh, est-il possible que vous savez toujours embéguiner de vos apothicaires, de vos médecins, et que vous vouliez être malade en dépit de tous les remèdes que vous avez prendre? Comment l'entendez-vous, mon frère? Je m'entends, mon frère, que je ne vois point un homme qui soit moins malade que vous, et vous n'êtes point crevé de toutes ces médecines qu'on vous a fait prendre. Justement, c'est cela qui me concerne. Et M. Purgon dit que je succomberais s'il était 3 jours sans prendre soin de moi. Si vous n'y prenez garde, M. Purgon prendra tant de soin de vous qu'il vous enverra dans l'autre monde. Oh, mais raisonnons un peu, mon frère. Vous ne croyez donc point dans la médecine? Oh non, et je ne vois pas que pour son salut, il soit nécessaire de croire. Vous ne prenez pas pour véritable une chose établie par tout le monde et que tous les siècles ont révélé? Bien loin de la tenir pour véritable, je la tiens entre nous pour la plus grande folie qui soit parmi les hommes. Et je ne vois rien de plus ridicule qu'un homme qui s'est donné d'en guérir un autre. Mais
pourquoi, mon frère, ne voulez-vous point qu'un homme en puisse guérir un autre? Vous n'avez pas raison, mon frère, que les ressorts de notre machine sont des mystères jusqu'ici où les hommes n'y regouttent, et que la nature nous a mis au devant des yeux des poils trop épais pour y connaître quelque chose à l'ombre. Oui, les médecins n'y connaissent donc rien dans votre compte, hein? Ce sont de certaines personnes, les médecins. Entendez-les parler les plus habiles du monde. Voyez les frères plus ignorants de tous les hommes. Vous êtes un grand docteur, à ce que je vois. Et j'aimerais qu'il y eût ici quelqu'un de ces messieurs pour vous rabaisser votre caquet. Oh, mais moi, mon frère, je ne prétends point à combattre la médecine, je préférerais plutôt vous mener voir quelques comédies de Molière à ce sujet. Oh, c'est un bon impertinent que votre Molière avec ses comédies. Et je le trouve bien plaisant d'aller jouer des honnêtes gens comme les médecins. Ce n'est pas les médecins qui se jouent, mais le ridicule de la médecine. Oh, c'est bien à lui de se mêler de contrôler la médecine. Hein. Voilà un bon impertinent, un bon nigo, de se moquer des consultations et des ordonnances, de s'attaquer au corps des médecins, et d'aller mettre sur son théâtre des personnes vénérables comme ces messieurs-là. Et que voulez-vous qu'ils mettent? On y met bien tous les jours des princes et des rois qui sont d'aussi bonne maison que vos médecins. Par la mort, nom du diable, si je n'étais que des médecins, je me vengerais bien de son impertinence. Et quand il sera malade, je le laisserai mourir sans secours. Ah, il aurait beau dire et beau faire, je ne lui ordonnerai pas la moindre petite saignée, le moindre petit lavement. Et je lui dirai, crève, crève. Ah, cela t'apprendra une autre fois à te jouer à la faculté. Non, mais dis donc, voilà bien en colère contre lui. Oui, c'est un mal avisé. Et si les médecins sont sages, ils feront ce que je dis. Oui, il sera plus sage que vos médecins, car il ne leur demandera point de secours. Oh, tant pis pour lui s'il n'a pas retour au remède. Il a ses raisons pour cela. Et il soutient que cela n'est qu'un aux gens vigoureux et robustes. Et qui n'ont de force de reste que pour soutenir les remèdes avec la maladie. Et que pour lui, il n'a justement que le force de soutenir son mal. Les sottes raisons que voilà. Obtenez, mon frère, ne parlons pas davantage de cet homme-là. De cela m'échauffe la bile et vous me donneriez mon mal. C'est une petite mystère que je vous apporte. Prenez vite, monsieur. Il est comme il faut. Il est comme il faut. Ah, mon frère, avec votre permission. Enfin, mon frère, mais que voulez-vous faire? Prendre ce petit lavement, ce sera tantôt fait. Enfin, vous moquez-vous? Est-ce que vous nous seriez resté un instant sans lavement et serait-il pratiqué pour cela une autre fois et demeurez un peu au repos? Allons. De quoi vous mêlez-vous? De vous opposer à monsieur de prendre votre mystère? Vous êtes bien plaisant d'avoir cette hardiesse-là! Allons, monsieur. Oh, patin, que vous n'avez pas accoutumé de parler à des bizarres. Oh, ne dois pas ici se jouer des remèdes et me faire perdre mon temps! Je suis venu ici sur une bonne ordonnance et je vais dire à monsieur Purgon comment m'empêcher d'exécuter ses ordres et de faire ma fonction. Vous verrez, vous verrez. Vous verrez, vous verrez. Allez. Oh. Et vous verrez. Oh. À ce soir, monsieur Florent, ou à demain matin. Oh, mon frère, vous serez cause de quelque malheur. Oh, le grand malheur de ne point prendre un lavement que monsieur Purgon a ordonné. Mais mon Dieu, vous en parlez comme quelqu'un qui se porte bien. Mais si vous étiez à ma place, vous changeriez bien de langage. Quel mal avez-vous? Oh, vous me feriez enrager. J'aimerais que vous lussiez mon mal pour voir si vous chasseriez. Monsieur Purgon! Monsieur Purgon! Monsieur Purgon! Monsieur Purgon! Monsieur Purgon! Je
avec mépris. C'est lui! C'est une action exorbitante. Cela est vrai. Un attentat énorme contre la médecine. Il est con! Laisse arrêter. Il est ce que ça s'est puni. Vous avez raison. Déclare, tout comme maître savait. Je ne veux plus d'alliance avec vous. Très bien. Terminez toute liaison. Jamais avec vous. Voici la donation que je faisais à mon neveu en faveur du mariage. C'est mon frère qui a fait tout le mal! Méprisez mon Clistère. Faites-le venir, je m'en vais le prendre! Vous aurez tiré l'affaire avant qu'il fût peu. Il ne le mérite pas. J'allais nettoyer vos entrailles et en évacuer les mauvaises humeurs. Mon frère! Il me fallait qu'une douzaine de médecines pour vider le fond du sac. Il est indigne de vos soins. Mais puisque vous n'avez pas voulu guérir par mes soins, Mais pas du tout! puisque vous êtes soustrait au remède de la médecine, Ce n'est pas ma faute! puisque vous êtes refusé remède au remède que j'avais prescrit, La qui vengeance. j'ai dit que je vous apporte à votre mauvaise constitution, Mon Dieu! à la déployer de vos entrailles, à la crevée de votre sang, à la féculence de vos humeurs. C'est comme on l'a fait. Et je veux qu'avant qu'il soit 4 jours, vous tombiez dans un mal incurable. Miséricorde! Vous tombiez dans la bras des Pepsi. Monsieur Dans Purgon! la bras des Pepsi dans la dispection. Monsieur Purgon! Pepsi dans la Pepsi dans la lianterie. Dans la lianterie, dans la dysenterie. Monsieur Et Purgon! dans la dysenterie, dans la privation de la vie. Monsieur Purgon! Où vous aura conduit votre Je suis mort! Mon frère! Vous m'avez perdu! Quoi, qu'y a-t-il? Oh, je sens que la médecine se venge! Mon frère, vous êtes fou. Revenez à vous-même et ne donnez pas un temps dans votre imagination. Mais vous avez entendu comme moi les étranges maladies dont il m'a menacé! Le simple homme que vous êtes. Il dit que je succomberai dans 4 jours! Et alors, ce qu'il a dit, est-ce un oracle qui a parlé? Il semble vous entendre que M. Purgon tienne dans ses mains le filet de vos jours. Mais le coup de M. Purgon est aussi peu capable de vous faire mourir que ses remèdes de vous faire vivre. Monsieur. Voilà un médecin qui demande à vous voir. Mais quel médecin? Un médecin de la médecine. Oui, enfin, je te demande qui il est! Je ne le connais pas, mais il me ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et s'il était sûr que ma mère était honnête femme, je dirais que c'est quelques petits frères qu'elle m'aurait donnés. Depuis le trépas de mon père. Eh bien, fais-le venir! Non mais dites-moi, vous voilà sérieux. Oui, un médecin vous quitte, et un autre se présente. Oh, mais j'ai bien peur que vous soyez source de quelque malheur. Ah, décidément, vous en revenez toujours là. Eh bien oui, parce que j'ai toujours sur le cœur ces étranges maladies que je ne connais pas. C'est dyspepsie. Non, voilà, c'est fini. Mais non, c'est... Oh, non, ne voulez pas le voir, ne voulez pas le voir. Je vous suis fort obligé. Monsieur, je vous demande de m'excuser. J'ai oublié de donner une commission à mon valet. Je reviens tout à l'heure. On dirait Toinette elle-même. Oui, il est vrai que la ressemblance est frappante, mais vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on voit de ces sortes de choses, et les histoires ne sont pleines que de ces jeux de la nature. Oui, mais enfin là, on dirait que c'est effectivement Toinette. Que voulez-vous? Monsieur, Qu'est-ce qu'il y a? ne m'avez-vous pas appelé? Moi? Non, du tout, non. Oh, il faut donc que les oreilles m'écornées. Non, non, reste là, que je vois comme ce médecin te ressemble. Ah, moi j'ai affaire là-bas, j'ai rien vu. Si je ne les voyais tous deux, je penserais qu'ils ne sont qu'un. Hein. Non, mais vous savez, j'ai lu des choses surprenantes de ces sortes de ressemblances, et nous en avons vu beaucoup tout le monde s'est trompé. Moi, j'avoue que j'aurais été trompé à celle-ci. Ah oui, parce que... Monsieur, je vous demande pardon de tout mon cœur. Cela est admirable.
Vous ne trouverez pas, mauvais monsieur, la curiosité que j'ai eue de voir un illustre malade comme vous êtes, et votre réputation, qui s'étend partout, peut excuser la liberté que j'ai prise. Monsieur, je suis votre serviteur. Je vois, monsieur, que vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous bien que j'ai? Je pense que vous avez tout au plus 26, 27 ans. J'en ai 90. 90? Oui, voilà un des effets, des secrets de mon art, de me conserver ainsi frais et vigoureux. Voilà, un beau jeune vieillard pour 90 ans. Je suis médecin passager et de ville en ville, de province en province, de royaume en royaume, pour chercher d'illustres matières à ma capacité, pour trouver des malades dignes de m'occuper, capables d'exercer grands, beaux secrets que j'ai trouvés dans la médecine. Je dédaigne de m'amuser à ces menus fatras de maladies ordinaires, à ces bagatelles de rhumatismes et de fluxions, à ces fiévrantes, à ces vapeurs, à ces migraines. Je veux des maladies d'importance, de bonnes fièvres continues avec des transports au cerveau, de bonnes fièvres pourprées, de bonnes pestes, de bonnes hydropisiformées, de bonnes pleurésies, avec des inflammations de poitrine. C'est là que je me plais, c'est là que je triomphe. Et je voudrais, monsieur, que vous eussiez toutes les maladies que je viens de dire, que vous fussiez abandonné de tous les médecins, désespérés, à l'agonie, pour vous montrer l'excellence de mes remèdes et l'envie que j'aurai de vous rendre service. Monsieur, je vous suis fort obligé de tous les soins que vous prenez pour moi. Montrez-moi votre pouce. Allons, que l'on batte comme il faut. Ce qu'on a fait l'impertinent, je vous ferai bien aller comme vous devez. On voit que vous ne connaissez pas encore. Qui est votre médecin? Monsieur Purgon. Cet homme-là n'est pas écrit dans mes tablettes parmi les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade? Il dit que c'est du foie, mais d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oui, que sentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Justement, le poumon. Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux. Le poumon. Je sens quelquefois des douleurs de cœur. Le poumon. Je sens parfois des lassitudes par tous les membres. Le poumon. Et quelquefois, il me prend des douleurs de ventre, comme si c'était des coliques. Le poumon. Vous avez appétit à ce que vous mangez? Oh oui, monsieur. Le poumon. Vous aimez à boire un peu de vin? Oh oui, monsieur. Le poumon. Il vous prend un petit sommeil après le repas et vous êtes bien aise de dormir. Ah oui, monsieur. Le poumon. Mais le poumon, vous dites que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture. Du poumon. Il m'ordonne du potage. Ignorant. De la volaille. Ignorant. Du veau. Ignorant. Des bouillons. Ignorant. Des œufs frais. Ignorant. Le soir, des petits pruneaux pour lâcher le ventre. Ignorant. Et surtout, de boire mon vin fort trempé. Ignorantus. Ignoranta. Ignorantum. Il faut boire votre vin pur. Et pour épaissir votre sang qui est trop subtil, il faut manger du bon gros bœuf, du bon gros porc, de bon fromage, de Hollande, et du cru et du riz, et des marrons et des oublis pour coller et conglutiner. Votre médecin est une bête. Je vais vous en envoyer un de ma main et je viendrai vous voir de temps en temps, tandis que je serai en cette vie. Oh, monsieur, que je vous suis obligé. Oh, que diable faites-vous de ce bras-là? Comment? Mais voilà un bras que je me ferais couper tout à l'heure si j'étais que de vous. Me couper un bras? Mais oui, ne voyez-vous pas qu'il tire à soi toute la nourriture et qu'il empêche ce côté-là de profiter? J'en ai besoin de mon bras. Oh, vous avez aussi un œil droit que je me ferais crever tout à l'heure si j'étais à votre place. Me crever un œil? Oui, ne voyez-vous pas qu'il incommode de l'autre et qu'il lui dérobe sa nourriture? Croyez-moi, faites-vous le crever au plus tôt, vous n'en verrez que mieux de l'œil gauche. Oui, mais je ne
pas pressé, hein? Adieu, monsieur. Je suis fâché de vous quitter si tôt. Mais il faut que je me rende à une grande consultation qui se doit faire pour un homme qui mourut hier. Oh. Un homme qui mourut hier? Oui, pour aviser et voir ce qu'il aurait fallu faire pour le guérir. Jusqu'au revoir. Les malades ne reconduisent point. Eh bien, dites-donc, voilà un médecin qui me paraît fort habile. Oui, mais enfin, il va un peu vite en besogne. Oui, tous les grands médecins sont comme ça, vous savez. Me crever un œil et me couper un bras afin que l'autre se porte mieux. Oh, je préfère qu'il ne se porte pas si bien. Oh, mais la belle affaire que de me rendre borgne et manchot. Ah non, servant, je n'ai pas envie de rire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Votre médecin, ma foi, qui me voulait tâter le pouls. Ah, voyez un peu, à l'âge de 90 ans. Et où ça vous abuse que vous voilà brouillé avec M. Purgo? Ne voulez-vous pas que je vous parle enfin du parti qui se présente dans la nièce Angélique? Je vais la mettre dans un couvent, parce qu'elle s'est opposée à mes volontés. Je vois bien qu'il y a quelqu'un mourette là-dessous, et j'ai surpris quelque entrevue secrète qu'on ne sait pas que j'ai surprise. Oui, alors, quand bien même, il y aurait une petite inclination là-dessous. Cela semble-t-il si criminel. Et rien ne peut-il vous offenser quand tout ne va qu'à des choses honnêtes comme le mariage. Elle sera religieuse. C'est une chose résolue. Ah, plaisir à quelqu'un. Ah, nous y voici pour ramener toujours l'affaire ici. Ah oui, ma femme me tient au cœur, hein. Bon, puisqu'il faut voir la mère, c'est de votre femme que je veux parler. Je puis souffrir de voir l'entête dont vous êtes pour elle et de voir que vous tombez toujours dans tous les pièges qu'elle vous tend. Oh, monsieur, ne parlez pas comme cela de madame. C'est une femme sur laquelle il n'y a rien à dire. Oh. Une femme sans artifice et qui aime monsieur, mais qui l'aime. On ne peut pas dire cela. Oh, demandez-lui un peu les caresses qu'elle me fait. Oh, il est vrai. L'inquiétude que lui donne ma maladie. Assurément. Les soins et les peines qu'elle prend autour de moi. Il est certain. Monsieur, voulez-vous que je vous convainque et vous fasse voir tout à l'heure comme madame aime monsieur? Monsieur, souffrez que je lui montre son bec jaune et le tir d'erreur. Comment? Madame s'en va revenir. Étendez-vous dans cette chaise et contrefaites le mort. Vous verrez la douleur où madame sera quand elle apprendra la nouvelle. Je veux bien. Mais ne la laissez pas longtemps dans le désespoir, car elle pourrait bien mourir. Laisse-moi faire. Cachez-vous dans ce coin. N'y a-t-il point quelque danger à contrefaire le mort? Mais non, quel danger y aurait-il? Étendez-vous là seulement, et il y aura plaisir à confondre notre frère. Étendez-vous là, j'entends madame. Tenez-vous bien. Ah, mon Dieu. Oh, malheur. Quel étrange accident. Qu'est-ce, Toinette? Oh, madame, Qui a dit? votre mari est mort. Mon mari est mort? Hélas, oui, le pauvre défunt est trépassé. Assurément. Assurément. Personne ne sait encore cet accident et je me suis trouvée ici toute seule. Il vient de passer entre mes bras. Tenez, le voilà tout de son long dans cette chaise. Oh, le ciel en soit loué. Nous voilà délivrés d'un grand fardeau. Tu es sotte, Toinette, de t'affliger de cette mort. Je croyais, madame, qu'il fallait pleurer. Va, cela n'en vaut pas la peine. Quelle perte est-ce que la sienne? Et de quoi servait-il sur la terre? Un homme incommode à tout le monde, malpropre, dégoûtant, sans cesse un lavement ou une médecine dans le ventre, mouchant, toussant, crachant toujours, sans esprit, ennuyeux, de mauvaise humeur, fatiguant sans cesse les gens, et grondant jour et nuit, servantes et valets. Voilà une belle oraison funèbre. Il faut, Toinette, que tu m'aides à exécuter mon dessein. Et tu peux croire comme le servant t'a récompensé sûr. Puisque par un bonheur, personne n'est encore averti de la chose, portons-le dans son lit. Et tenons cette mort cachée jusqu'à ce que j'ai fait mon affaire. Il y a des papiers, il y a de l'argent dont je veux me saisir. Et il n'est pas juste que j'ai passé sans fruit auprès de lui mes plus belles années. Bien, Toinette, prenons auparavant toutes ces clés.
bien aise d'avoir vu votre amitié et d'avoir entendu le beau panégyrique que vous avez fait sur moi. Un avis au lecteur qui me rendra sage désormais et qui m'empêchera de faire bien des choses. Eh bien, mon frère, ne vous l'avais-je pas dit? Oh. Ah, ma foi, je n'aurais jamais cru cela. Mais j'entends votre fille. Remettez-vous quand vous étiez fille et voyons de quelle manière elle recevra votre mort. C'est une chose qui n'est pas mauvais d'éprouver. Et puisque vous êtes en train, vous verrez par là les sentiments que votre famille a pour vous. Ciel. Oh, fâcheuse aventure, malheureuse journée. Qu'as-tu, Toinette? De quoi pleures-tu? Hélas, j'ai de tristes nouvelles à vous donner. Et quoi? Votre père est mort. Mon père est mort? Toinette? Hélas, oui. Il vient de mourir tout à l'heure d'une faiblesse qui lui a pris. Oh ciel! Quelle infortune! L'attente cruelle! Faut-il que je perde mon père? La seule chose qui me restait encore au monde? Et qu'encore pour un surcroît de désespoir, je le perds dans un moment où il était irrité contre moi. Que deviendrais-je malheureuse? Quelle consolation trouver après une si grande perte? Qu'avez-vous donc, belle Angélique? Quel malheur pleurez-vous? Hélas, je pleure tout ce que dans la vie je pouvais perdre de plus cher et de plus précieux. Je pleure la mort de mon père. Oh ciel, quel accident! Après la demande que j'avais conjuré votre oncle de lui faire pour moi, je venais me présenter à lui et tâcher par mes respects et mes prières de disposer son cœur à vous accorder à mes vœux. Cléante, ne parlons plus de rien. On a toutes les pensées du mariage. Après la perte de mon père, je ne veux plus être du monde et j'y renonce pour jamais. Oui, mon père, si j'ai tantôt résisté à vos volontés, je veux du moins suivre une de vos pensées et réparer par là le chagrin que je vous ai donné. Souffrez qu'ici je vous embrasse, pour vous en témoigner mon ressentiment. Ma fille! N'aie point de peur, je ne suis pas mort. Oh, tu es ma fille, mon sang, mon véritable sang, et je me suis bien aise d'avoir vu ton vent naturel. Mon père, quelle agréable surprise! Mon père, puisque par l'envoi d'un extrême, le ciel vous voilà redonner à mes vœux. Souffrez qu'ici je me jette à vos pieds pour vous demander une chose. Si vous n'êtes point favorable au penchant de mon cœur, si vous ne voulez point me donner Cléante comme époux, je vous conjurer au moins de ne point me forcer à en épouser un autre. C'est là toute la grâce que je vous demande. Oh monsieur, laissez-vous toucher à ses prières et aux miennes, et ne vous montrez point contraire aux mutuels empressements d'une si belle inclination. Mon frère, pouvez-vous tenir la compte? Monsieur, serez-vous insensible à tant d'amour? Qui se fasse médecin et je consens au mariage. Oui, faites-vous médecin et je vous donne ma fille. Oh, très volontiers, s'il ne tient qu'à cela pour être votre jambe, je me ferai médecin, apothicaire. Mais mon frère, il me vient une idée, mais faites-vous médecin vous-même. Ainsi, la commodité sera plus grande et d'avoir en vous tout ce qu'il vous faudra. Vous avez raison. Voilà le vrai moyen de vous guérir bientôt. Et il n'y a pas de maladie aussi osée que de se jouer à la personne d'un médecin. Non, oh, je pense, mon frère, que vous vous moquez de moi. Enfin, suis-je en âge d'étudier? Oh, étudiez alors. Vous êtes assez savant comme cela, et vous savez qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas plus habiles que vous. Oh, oui, mais enfin, il faut savoir bien parler latin et connaître les maladies et les remèdes qu'il faut faire. Avec une robe de médecin, et vous pouvez vous apprendre tout cela. Et vous verrez que vous deviendrez très vite beaucoup plus intelligent que vous pensez. Parce que on sait discourir sur les maladies,
lorsque l'on a cet habit-là. Oui, on n'a qu'à parler. Avec une robe de médecin et un bonnet de médecin. Tout galmatia devient raison et toute sottise devient vertu. Clisterium donare, postea segnare, ensuite à purgare. Bene respondere, dicus est intrare, corporis maledia opiniatria non vult segarire. Quindi li facere. Clisterium donare, postea segnare, ensuite à purgare. Bene respondere, dicus est intrare, Grandesse, doctoresse, doctrinae, de la rhubarbe et du séné. Ce serait sans doute à moi, chose affola, inepta et ridicula, si j'alloabam m'engagerai, vobis, louangeas donare, et entrepreneubam adjutare, des lumieras au soleil, et des étoilas au cielo, des ondas à l'océano, et des rosas au printano. Agreate cavecunum moto, prototo, ressentimento, randam gratiam corporitam docto. Honor, favor, et gratia, qui in accorde que voilà, imprimante, ressentimenta, qui dureront in sera. Juras cartare statuta per facultatem prescripta cum sensu et giudamento Jurons. et cere in omnibus consultationibus ancieni aviso aut bono aut mauvaison Jurons. et non jamais desservire des remedicis oculis quoi de ce seulement doctrine facultatis maladus tutti cremare et mourir de sous ballon. Jurons. Ego cunisto voletto, venerabili et docto, dono tibi et concedo, virtutem et puissantiam medicandi, Purgandi, segnandi, versandi, tagliandi, cupandi,